dimanche 14 janvier de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier numéro de votre émission L'invité pour le compte de cette année 2018. Nous vous présentons tous nos vœux de bonne et heureuse année pour cette nouvelle année qui a démarré depuis 14 jours déjà. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Gustave Sonon. Bonjour. Bonjour Madame Nandège, bonjour Monsieur Kader. Kader Achirou pour conduire l'entretien avec moi. Je rappelle que Monsieur Sonon a été ministre au temps du président Boniaï. Il est également observateur de l'actualité nationale. Avec lui, nous allons essayer de décrypter un tout petit peu ce qui se passe dans notre pays. Et pour conduire l'entretien avec moi, j'ai à mes côtés Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nandège Jouan, Monsieur le ministre Gustave Sonon, bonjour. Vous êtes observateur analyste de l'actualité politique nationale. Vous avez suivi, comme tout bon nombre de Béninois, le vote de loi supprimant autant le droit de grève à certains secteurs clés dans l'administration publique béninoise. Quelles sont vos appréhensions par rapport à cette loi? Merci beaucoup. Je profite également, comme c'est votre je crois, première émission pour le compte de cette année. Pour le compte de cette année. Je présente les meilleurs vœux de bonne et heureuse au peuple béninois et puis à tout le personnel de Esaïe TV. Merci, monsieur. Merci. Bon, il faut avouer que par rapport à cette situation, c'est une situation inédite que les députés ont créée. Et je crois que c'est malvenu. C'est malvenu parce que la situation sociale est déjà un peu dégradée. Il fallait beaucoup plus chercher à faire un apaisement que d'aller à un affrontement. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un affrontement. Parce que d'abord, le droit de grève, non seulement c'est reconnu par la Constitution, mais la Constitution a prévu que le législateur puisse réglementer. Et la loi 2002 est consacrée à sa réglementation. En principe, si les choses devraient bien fonctionner, je n'ai pas compris pourquoi les députés ont laissé la loi portant exercice du droit de grève en République de Bénin pour s'attaquer au statut des agents permanents de l'État. C'est que ça fausse un peu les données. Encore que les secteurs dans lesquels le problème se pose aujourd'hui, tout le monde connaît le problème qui se pose. Si on prend la justice, c'est l'indépendance de la justice. Si on prend le secteur santé, c'est d'autres problèmes qui se posent. Il vaut mieux chercher à voir comment il faut régler ces problèmes que de dire qu'il faut véritablement supprimer. J'aurais beaucoup aimé qu'on prenne la loi sur l'exercice du droit de grève et qu'on réglemente. On peut être amené à réglementer de manière à empêcher les gens d'aller en grève. Et si on dit qu'il n'y aura pas de grève illimitée ou que toute grève au cours d'une semaine ne dépasserait peut-être 72 heures, ou que pour n'importe quelle grève, vous devez observer un service minimum d'au moins 50, soit 15%. Parce que c'est une âme. C'est une âme et le Bénin a une histoire. C'est-à-dire que lorsque les gens se mettent même à comparer avec d'autres pays, je dis non, ne sont pas les mêmes. Et chaque pays bâtit son avenir sur son histoire. Nous, on n'avait même pas le droit de grève dans les années 85, 89, avant de mener ce combat pour en arriver là. Donc, et puis, lorsque on a l'impression que c'est un forcing, l'État est déjà puissant. Et si l'État, étant déjà puissant, doit chercher à arracher encore des choses avec force des citoyens, vous comprenez que c'est comme si vraiment on est en train de brimer les citoyens et les gens vont s'opposer. Vous faites bien de parler de réglementation parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ça crée des désagréments, ces grèves perlées, ça crée des désagréments en fait à beaucoup de personnes, à beaucoup aux populations, comme dans le secteur de la santé, un secteur quand même vital pour les populations où des personnes peuvent mourir banalement dans les hôpitaux parce que justement il n'y a pas, et des personnes qui croupissent également dans les prisons parce que les magistrats sont en grève. Oui, c'est ce que je dis. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on va supprimer que les gens ne vont plus mourir. Ça va être même plus grave, peut-être. Ça va être plus grave. Et ce n'est pas parce qu'on va supprimer pour les magistrats qu'ils vont vider tous les dossiers. Donc, si je dis qu'il faut beaucoup plus voir le problème ailleurs et réglementer, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire.
Qui parmi nous aujourd'hui, lorsque vous avez un parent malade et qui veut se rendre aujourd'hui au CNHU, ne cherche pas à savoir, mais est-ce que vous avez une connaissance là-bas? Ça veut dire que déjà en situation normale, ça ne va pas. C'est-à-dire ici, aujourd'hui, par malheur, on ne vous souhaite pas, nous sommes au début de l'année, on vous souhaite bonne santé, et que vous tombez malade, même nous qui sommes du secteur santé, si on a un problème où on doit se rendre au CNHU, la première réaction de tout le monde, c'est de se dire « Ah, est-ce qu'on a quelqu'un là-bas ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont droit de grève et pourtant il y avait quelque chose qui ne va pas. Si on en rajoute à cette situation, je pense que ça risque d'être un peu dangereux. C'est un peu ce que je dis. C'est pour dire que le problème des agents de santé, c'est ailleurs. Le problème de la justice aussi, c'est ailleurs. Pour la justice, c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce que je voudrais demander, à y voir de près, est-ce que vous ne voyez pas dans le secteur de la justice, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation également, est-ce que vous ne voyez pas que les grèves intempestives et de façon qui arrivent de façon récurrente n'entravent pas quand même le fonctionnement de l'administration béninoise et ne constituent pas quand même un handicap à l'exécution du programme d'action du gouvernement qui est quand même assez concis et qui a une période assez concise. Et je vais être précise par rapport à la question de mon confrère parce que plusieurs grèves sont annoncées et dès le début de la semaine prochaine. C'est quand même une situation que le gouvernement va vivre pour la première fois depuis quand il est en place. Comment ça va se passer tout ça lorsque l'éducation est paralysée et les agents du port annoncent également une grève et tout ça? Comment ça va se passer dans notre pays? La grève, c'est dans la dernière âme des travailleurs. Et c'est parce que c'est une âme. Une âme fait mal. Et c'est pour pouvoir régler un problème. Donc tout le monde est conscient que, quel que soit le secteur, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais, aucun pouvoir n'aurait jamais aimé qu'on en arrive à la grève. Et c'est pour ça que dans les pays africains, on souhaite que, et ce n'est pas seulement dans les pays africains, dans tout pays démocratique, qu'on instaure un mécanisme de dialogue. Non seulement le dialogue social, mais le dialogue politique. Mais c'est le dialogue politique qui nous manque. Sinon, on a le dialogue social. Maintenant, si on a, à un moment donné, tout le monde a compris qu'il y avait un peu de l'exagération. Tout simplement parce qu'il y avait une collision entre la politique et la société civile, qui est aussi tout à fait normale, parce que les vrais défenseurs du peuple, comme on le dit là, ce sont les travailleurs. C'est-à-dire que la classe politique, composée de la mouvance et de l'opposition, où chacun lutte pour se maintenir au pouvoir et les autres pour accéder au pouvoir, pour véritablement gagner, cette classe politique a besoin d'utiliser à un moment donné et la société civile et les syndicats pour pouvoir faire la pression pour accéder. C'est pour ça que les gens se tournent de la variation des positions des uns des autres. Et je m'amuse à dire que, parce que souvent nous sommes ensemble et nous ne savons pas les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble. Et Lénine a souvent l'habitude de dire qu'on ne mobilise les hommes qu'autour de leurs intérêts. Si moi je suis homme politique, je sais que je vais lutter pour accéder au pouvoir. Vous êtes de la société civile, les syndicats. Je vais mettre en avant les revendications qui vous concernent. Je ne mettrai pas mes revendications. Puisque si je mets moi mes revendications, vous n'allez pas accéder. Et justement, c'est ce que la politique arrive à faire à un moment donné. Et on note une certaine collision. Et c'est pourquoi la barre était trop haute. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire, bon, on supprime. Parce que plus vous supprimez, d'autres phénomènes vont se développer, ça va être maintenant plus dangereux. Vous risquez de ne plus maîtriser tout ça. Oui. Vous avez également... Allez-y. Oui, parce que la société, aujourd'hui, ça évolue. Sous le feu général Mathieu Kérékou, nous n'avons même pas les portables, tout ça là. Mais pourtant, c'est-à-dire que quand on voit 2 ou 3 personnes... Oui, quand on voit 2 ou 3 personnes, ils sont combattus, ils sont poursuivis. Mais pourtant, les gens ont pu organiser, résister et aller en grève. Aujourd'hui, maintenant, où les émissions sont interdites, mais nous avons accès à tout. Les gens vont au Togo, ils vont quelque part, ils achètent la carte de là-bas, ils ont tout ce qu'il faut. Donc le problème, c'est d'accepter que les gens s'ouvrent et les gens se vident. Et ce n'est que par le dialogue franc et sincère que les gens vont s'ouvrir, se vider. Une fois les gens se vident, vous allez voir que ça baisse. Moi, quand vous avez parlé de cette tension sociale
lorsque le PAG était lancé le 16 décembre 2016, ils avaient été reçus quelque part le 18 décembre 2016 et ils avaient dit qu'il y avait une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, c'était la paix et la quiétude. Et que l'argent, c'est-à-dire l'argent existe. C'est seulement la paix qui amène l'argent, même dans nos propres foyers. Si vous avez un foyer où papa et maman se battent tous les jours, vous verrez qu'il n'y aura pas le bonheur dans ce foyer. Dans ce foyer-là, il n'y aura pas le bonheur. Donc c'est la même chose pour une nation. Et ça là, moi je l'avais prédit un peu depuis plus d'1 an, qu'on risque d'arriver à une telle situation. Bon, maintenant, une fois que la situation est créée, on va simplement souhaiter que ceux qui... Qu'elle soit décantée. Non seulement qu'elle soit décantée, et que tous ceux qui souhaitent intervenir de façon publique, qu'ils puissent faire en sorte qu'on ramène la balle à terre et qu'on n'encourage pas tel camp au profit de tel camp. Parce que ça n'avantage personne, ni le pouvoir, ni la population. Et ni le pays. Alors, il y a également un sitting qui a eu lieu le vendredi dernier, donc du côté de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes dimanche, donc vendredi dernier, du côté de l'Assemblée nationale, on a vu un peu les centrales syndicales, on a vu les acteurs de la justice. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, ce sitting? Non, de toute façon, ce n'est pas que ça va changer grand-chose. Mais de toute façon, c'est des signaux. C'est des signaux que la société, ces travailleurs envoient dans l'opinion publique, non seulement nationale, mais internationale, pour dire que venez à nos secours parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que ça ne changera pas grand-chose parce que le gouvernement ira avec fermeté. Les travailleurs ne se laisseront pas aussi facilement. Maintenant, ça donne quoi? Ça déteint sur la situation économique, ça déteint sur... Vous voyez, nous sommes en train de passer pratiquement 14 jours déjà dans l'année. Mais si on doit faire un bilan, c'est comme si on était toujours en fête parce que c'est depuis le 1er jusqu'au 14, là maintenant, c'est des événements à ne pas finir. Et quand chacun rentre chez lui, c'est réfléchir sur une stratégie, ceci, au lieu de réfléchir pour dire, bon, on va produire pour pouvoir nourrir la famille, etc. Bon. Puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, comment appréciez-vous aujourd'hui la collaboration entre le Parlement et le gouvernement? Bon, vous savez, c'est une collaboration une parfaite collaboration, mais elle est inquiétante. Et ça, là aussi, je l'avais dit que la 7e mandature avait une lourde responsabilité, tout simplement parce qu'elle a 3 ans à passer ferme avec un président qui est venu retrouver le Parlement. Et lorsque je le disais, c'était par rapport à la configuration du Parlement. Parce que le Parlement, les décisions se prennent à 3 niveaux. Bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, et puis la plénière. Et c'est seulement au premier niveau bureau, si quelque chose doit venir en discussion, qu'on doit programmer, c'est déjà le bureau qui en discute avec le bureau des présidents. Mais quand vous prenez le bureau des présidents, qui est composé des 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents des groupes parlementaires, je crois, on en a 8, je crois, et les présidents des commissions. Nous avons 5 commissions. C'est pourquoi toutes les tendances politiques cherchent à contrôler ces différentes commissions-là. Parce que ce sont ces commissions permanentes techniques qui font le travail, et tant que cette commission ne sort pas un rapport, on ne peut même pas étudier. Mais l'opposition d'alors, avec ses 42 députés, avait déjà réussi à contrôler 3 sur 5 de ces commissions, et des commissions stratégiques. Commission de loi, commission des finances, et puis je crois que j'ai oublié la 3e commission. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que les 2 commissions contrôlées par la mouvante d'alors, qui est censée être l'opposition d'aujourd'hui, les présidents de ces 2 commissions se retrouvent dans BNP automatiquement. Ça veut dire que toutes les commissions techniques sont contrôlées par le bloc de la majorité présidentielle. Sous cette forme, moi j'avais déjà dit,
nous ne pouvons que compter sur la clairvoyance des députés pour mener vraiment des débats. Et sinon, s'il y a une initiative de loi, ça passera. Quelle soit cette initiative, qu'elle soit parlementaire ou gouvernementale, c'est que ça passera. À moins que revirement possible. Donc, ce qu'on va simplement souhaiter, c'est qu'il y ait vraiment cette clairvoyance. Mais j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, ça c'est ma lecture. Et ça, je fais des projections pour dire, bon, mais pourquoi vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont déclarées non conformes à la Constitution. Bon, est-ce qu'on va dire subitement que nos députés sont aujourd'hui devenus, n'arrivent pas à bien lire les choses? Donc je me suis dit, est-ce que, bon, on veut pousser le président jusqu'à un niveau donné où lui-même avait dit, bon, je ferai un mandat unique, parce que c'est en fonction de ça que les choix ont été faits en 2016. On a connu ça en 96. 96 où Feu Général Mathieu Kérékou disait, non, je reviens pour faire un mandat. Mais quand il a dit ça, et qu'on a senti en lui qu'il voulait un second mandat, je crois 2 ans après, il y a eu crash entre ceux qui l'ont porté au pouvoir. Bon, ici maintenant, je crois qu'on se retrouve dans la même situation où le président a dit c'est un mandat unique. Donc beaucoup sont autour de lui qui se nourrissent certainement de changer de position, pas nécessairement devenir président de la République, mais changer de position. Mais depuis le 9 ou le 8 ou le 9 avril où le président a dit j'aviserai, ça veut dire que les données ont changé. Il est dubitatif. Les données ont changé, donc j'ai l'impression que on l'accompagne, mais on l'accompagne dans quel sens? Est-ce que cet accompagnement est sincère? Point d'interrogation, si l'on ne va pas assister. Et quand j'ai suivi, je crois, le jeudi dernier, lors de la présentation du vœu des membres de l'Assemblée nationale, président de la République, vous avez suivi l'allocution du président de l'Assemblée nationale. Visiblement, vous sentez que présentation de vœux, mais il était obligé de s'expliquer. Parce qu'il sait que il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas et qu'il n'est pas compris. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez qu'il y a quelque chose qui croche, et c'est pourquoi je dis, ils ont une lourde responsabilité, 7e mandature, et on va compter sur leur sens de prévoyance. On va rester à l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, pour parler de la non-désignation jusqu'ici des représentants de l'Assemblée nationale au Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Donc, en dépit du dépassement du délai impératif fixé par la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, là aussi, c'est une situation regrettable. Moi, j'avais dit au moment où la loi sur le RAVIP était sur l'identification des personnes, la loi qui a donné naissance au RAVIP, que les députés ont manqué de courage. Ils savaient. Ils avaient manqué, parce que c'est un jeu politique. Ils devraient être courageux pour nous dire notre vision, c'est de se doter d'un outil de développement, mais on ne peut pas avoir cet outil et faire de la duplication. Parce que la LEPI, c'est une liste électorale, alors que RAVIP va au-delà de la liste électorale. Et j'avais déjà invité et les députés et le gouvernement à se prononcer clairement par rapport à leur position sur COS-LEPI. Parce que la loi qui a donné naissance au RAVIP ne reconnaît pas explicitement COS-LEPI. A dit, je crois à l'alinéa 2 de l'article 13 de cette loi, dit que les données relatives à la LEPI seront extraites du RAVIP par l'organe en charge. Mais tout le monde sait que l'organe en charge, c'est COS-LEPI. Donc la loi, si elle devrait reconnaître COS, elle devrait déjà désigner pour dire COS-LEPI. Mais la loi reconnaît qu'on ne peut aller aux élections qu'avec la LEPI. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc, reconnaît la LEPI pour dire nous aurons la LEPI. De ce faire, soit c'est de retoucher au code électoral ou bien de se prononcer clairement pour dire voilà notre vision. Et parce que tout le monde sait que
bon, bah, j'ai combattu Constitutive pendant longtemps. Et j'avais déjà dénoncé que c'est un organe un peu de trop. Du moment où nous avons la Sénat, et que ça va nous faire perdre, même s'il n'y a pas d'élection, 3 à 5 milliards par an, du fait qu'il faut actualiser. Mais la loi, c'est la loi. Tant que vous n'avez pas révisé, il faut l'exécuter. Et maintenant, même si on n'exécute pas, on pourrait faire une déclaration pour qu'on sente la position. Donc j'avais dit que les députés avaient manqué un peu de courage en ce moment parce qu'ils créaient la classe politique, c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant que la Cour a décidé, il pouvait faire en sorte que, parce que c'est-à-dire que ce ralentissement de ne pas exécuter la décision de la Cour, ça renvoie dans l'opinion publique des messages qu'on n'aurait pas souhaité que vraiment ce genre de choses arrivent, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème au niveau du respect des décisions de la Cour constitutionnelle? Parce qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été déjà votées, comme l'a évoqué tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, dont la Cour a déclaré leur inconstitutionnalité. Nous avons aujourd'hui une injonction qui est faite à l'Assemblée nationale, mais qui l'Assemblée nationale peine à obtempérer cela. Il y a des associations par-ci, par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en même se dire, sans risque de se tromper, qu'il y a une vassalisation de l'Assemblée nationale? Et est-ce que la Cour constitutionnelle a toujours son autorité en tant que haute institution? Non, bon, vous utilisez des termes très forts, hein, parce que moi, je ne vais pas me permettre même de répéter ces termes-là, parce que on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser des termes forts pour pouvoir faire comprendre un certain nombre de choses. Non, je voudrais dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le problème des décisions de la Cour constitutionnelle, c'est congénital. C'est-à-dire que c'est dans notre Constitution que les dispositions n'ont pas été prises. La Cour s'arrête à la condamnation. Mais on n'a pas prévu les mesures pour contraindre que ce soit l'exécutif, ceux à qui ça s'applique de s'exécuter. On a déjà connu par le passé, dans la première mandature même, hein, de 91 à 96, que des militants du parti au pouvoir ont marché même sur la Cour constitutionnelle, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi, en voulant réviser, il faudrait quand même qu'on trouve un mécanisme pour que, lorsqu'une décision de la Cour constitutionnelle n'est pas respectée, que ça puisse avoir, on peut prévoir des sanctions. On peut dire que si c'est le président de la République qui ne respecte pas, que c'est une haute trahison, par exemple. Si c'est l'Assemblée nationale, si c'est en fonction du rang de celui à qui ça, de chaque institution, on pourrait trouver des formes et c'est seulement de cette manière qu'on pourra donner plus de force. Mais je voudrais dire aussi que ceux qui pensent que bon, les 16 sages ne sont pas des élus, non. Nous avons, on a dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et nous avons délégué ce pouvoir, l'exécutif, au président de la République, et ensuite le législatif pour les députés. Donc c'est nous qui avons désigné cela pour nous représenter. Et les 16 sages sont issus de ces gens-là. Donc ça veut dire que de façon tacite, on doit reconnaître leur légitimité et on doit respecter, sinon on est en train progressivement de glisser vers autre chose. Monsieur le ministre, vous avez commencé à parler un tout petit peu du RAVIP lorsqu'on parlait du COSTEPI. Que pensez-vous de ce type de... Que pensez-vous du RAVIP? Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, RAVIP c'est un outil de développement, puisque ça va au-delà de la liste électorale. Ce que nous avons par le passé, c'était la LEPI, la liste électorale. Maintenant, le RAVIP rajoute que d'abord, ça prend tout le monde. Ensuite, si je dis que c'est un outil de développement, c'est que ça va nous permettre non seulement l'identifiant unique, ce n'est pas un problème, même si on prend la LEPI, on peut avoir aussi l'identifiant unique, mais c'est qu'à l'avenir, c'est-à-dire qu'on a un fichier, on va vers une amélioration de l'État. On a une base de données. Une base de données, l'État civil. Et je crois que les pays développés, si aujourd'hui vous entendez qu'il y a un attentat, que quelqu'un a volé dans telle chose, ce sont ces outils qu'ils ont mis en place qui permettent de retrouver les intéressés
même s'il se cache dans un trou, tôt ou tard. C'est l'avantage. Et on avait dit que ça avait deux volets. Le premier volet, c'était administratif. Et j'avais, moi, personnellement, si c'était mon impression, c'était quoi? C'était que c'était une activité gouvernementale. On allait laisser le gouvernement conduire entièrement, main de maître, avec les institutions spécialisées comme les SAE et autres, là, cette opération. Et 6 mois avant une élection, demander à la classe politique de voir dans quelle mesure ils vont exploiter, et puis ça va se calmer. Aujourd'hui, on fait l'amalgame tout simplement parce que si c'était seulement à vocation administrative, la politique n'a rien à voir. Est-ce que la politique cherche à savoir pour quand on dérive la carte d'identité ici, on donne la de naissance? Non. Mais si c'est un outil qui doit servir à aller aux élections, la classe politique va être témoin pour voir ce qui se passe de façon claire. Pour qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que, bon, vous êtes d'accord avec moi que quand vous voulez aller à un match, on choisit ensemble le terrain. Bien sûr. On choisit ensemble le terrain et il faut que les conditions soient, qu'on soit tous présents pour que on voit l'organisation matérielle. Au fait, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ce qui gêne quand même, c'est le déroulement de cette opération de recensement administratif à la vocation identifiante de la population, c'est l'intervention ou la contribution de l'opérateur français, Safran, qui est quand même contesté beaucoup plus par les acteurs de l'opposition réunis au sein du Fonds pour le sujet patriotique. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'intervention de cet opérateur, très contesté à l'international? Bon, j'ai déjà l'habitude de dire, je ne suis pas trop gêné par la présence d'un opérateur pour appuyer l'élaboration de cet outil. Ce que je souhaite simplement, est-ce que l'opérateur a été sélectionné dans les règles de l'art? Si ce n'est pas le cas, bon, les gens ont les moyens pour saisir les structures compétentes pour en connaître. Je ne suis pas non plus d'accord lorsque les gens pensent que bon, c'est un opérateur économique extérieur, nos bases de données se retrouvent. Bon, je dis là aussi, ça ne tient pas parce que moi j'analyse sur les argumentaires. Nous sommes combien à avoir par exemple un compte BJ? Et même quand vous avez un compte BJ, c'est censé être, la base c'est censé être détenue ici. Mais sinon vous avez tous compte yahoo.fr, vous avez yahoo.com, vous avez Gmail, etc. Est-ce que vous savez là où se trouve vos données là? Et c'est pour dire que tout ce qui est informatique, vous n'avez même plus le contrôle, même si c'était fait par nous-mêmes. Donc c'est pourquoi je dis, moi je ne suis pas contre. Et puis, ce n'est pas nécessairement qu'un opérateur a mal fait quelque part qu'il va mal faire ici. Et j'ai dit, il faut voir les conditions dans lesquelles il a été choisi. Si c'est régulier, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas régulier, il faut attaquer conformément aux principes. Donc par rapport à ça, je n'ai pas d'objection. Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous allez me dire un mot sur la police républicaine? Là aussi, la police républicaine, bon, je n'ai pas grand-chose aussi à ce niveau parce que c'est un secteur que je ne maîtrise pas trop. Mais ce que je sais, c'est quoi? C'est que on a déjà connu toutes les formes de regroupement. On a connu sous le feu général Mathieu Kérékou, force de sécurité publique, qui regroupait les douaniers, les policiers, gendarmerie, tout. Et nous, bon, on était jeunes, on se rappelait que c'était dirigé par le général Kouyami à l'époque. Donc maintenant, ce qui me gêne, c'est quoi? Ceux qui ont des arguments pour défendre la police républicaine, les arguments qu'ils donnent ne me conviennent pas. Ceux qui ont aussi des arguments contraires, ça ne me convainc pas. Maintenant, ce que je constate, c'est quoi? C'est que le président actuellement a fait un mariage entre la police et puis la gendarmerie. Et le territoire est découpé de telle sorte que le champ d'action est bien connu, et il y a une suite. Bon, nous sommes tous d'accord qu'il y a une maîtrise aujourd'hui un peu de la sécurité. De toute façon, la sécurité est mesurée au temps T. Donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est maîtrisé. Donc je ne sais pas quelles sont les techniques que le pouvoir actuel a utilisées pour avoir.
Mais j'étais quelque part quand les gens voulaient convoyer quelque chose de Cotonou vers Malanville. Et les instructions qu'on donnait, bon, comme c'était un peu par téléphone, je suivais, on disait, bon, commissariat de temps à tel niveau. Et ça tombe sur un autre champ où on a dit la gendarmerie prend le relais de temps à temps, etc. Et ça m'a fait tiquer un peu. Je dis, bon, si c'est dans ce sens qu'il faut un commandement, bon, voilà, ça. De toute façon, c'est pour vous dire que c'est aussi un débat sans intérêt. Parce que le président de la République, oui, le président de la République, c'est nous qui l'avons élu, on dit qu'il dispose de l'armée, de l'administration, et il va définir pendant les 5 ans la politique qu'il veut mener. La seule chose que moi je souhaite de lui, c'est quoi? Même s'il pense que c'est l'idéal, l'idéal n'existe pas dans le monde. L'idéal n'existe pas. Et donc, il faut que, pour que cela soit accepté, qu'il puisse faire partager par un grand nombre. Comme ça, on aura la paix, sinon on aura tendance à dire que bon, c'est un forcing. Kader Achibou, non, je serais tenté de rebondir, même si l'honorable ministre dit qu'il n'est pas trop détenteur ou connaisseur de la chose. J'aimerais quand même insister sur le fait de jumeler la police et la gendarmerie, quand on sait que la police elle est urbaine et que la gendarmerie elle est faite pour les campagnes, est-ce que au niveau de l'opérationnalité, au niveau des formations qui ont été effectuées au préalable, est-ce qu'il y aura quand même une réelle effectivité dans l'action, dans l'accomplissement du combat contre l'insécurité? Non, actuellement, je vous ai dit depuis le 6 avril, le mariage est fait de fait. Puisqu'il y avait quand même des opérations sur le régime des feux, comme l'opération Japata, qui les jumelait en sorte, mais après elle a été suspendue parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas quand même une unification au niveau des forces, au niveau de l'opérationnalité. Oui, on estime quand même. Mais il y a une expérience qui vient d'être faite maintenant. Non, vous voyez, même quand vous discutez avec les acteurs eux-mêmes, que ce soit les gens de la police, de la gendarmerie, ils n'ont pas vraiment d'argument pour vous dire pour être contre ou pour être pour. Ils pensent beaucoup à la galon. Non, ben, ce qui est sûr, vous avez vu, on a haussé un peu le niveau. Moi, j'aurais simplement souhaité que si on crée cette force, par exemple, bon, qu'on démarre une formation progressive et que les recrutements qui vont avoir lieu tiennent compte des tests actuels et de façon progressive, la force puisse se mettre en place. De toutes les façons, c'est un peu ce que je vous dis. Le mariage de fait existe déjà depuis. Donc, ce n'est que une formalisation. Bon, maintenant, le reste, d'autres ont trouvé que ça permet de renouveler le paquetage, ça permet de renouveler ceci, ça, c'est des débats. Bon, mais vous ne savez pas comment ils font aujourd'hui pour que, bon, il y ait plus ou moins l'entente. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, on n'a pas vraiment d'éléments pour être contre ou bien pour justifier fortement. Et même quand vous discutez avec les acteurs, bon, ils vont faire des démonstrations pour ou contre. Et puis... Moi, je souhaite simplement que si ça marche, ça va faire école. Mais si le gouvernement nous convainc, parce que c'est un choix, seul le gouvernement connaît pourquoi il a fait ça. Notre souhait, c'est que dans l'application, le gouvernement arrive à nous convaincre pour que ça puisse faire école. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, nous sommes au lendemain de la célébration de la fête de Vodou dans notre pays. La fête a été belle. Oui, la fête a été belle. Vous savez que de par mon nom, c'est naturel. Hein. Je suis né dedans. C'est vrai, je ne suis pas adepte, puisque je suis catholique. Mais généralement, je fête aux côtés de mes parents. Au village? Naturellement. Naturellement. Non, c'est pour dire que nous avons tout fait de diaboliser tout ce que nous sommes venus voir. Alors que, comme je l'ai dit, l'idéal n'existe nulle part. Nous sommes dans un monde bleu. D'abord, la vie, c'est un mystère. C'est un mystère. Personne n'a la maîtrise de la suite. Et nous avons, c'est une richesse. Parce que dans les pays développés où ils ont tout de l'argent, etc., j'ai l'habitude de dire, en dehors des bâtiments, en dehors des routes, où la circulation, la communication, tout ça là est facile. Le reste, les gens développent le tourisme, etc. Mais nous, nous pouvons développer notre tourisme autour de nos religions. Et puis, vous ne pouvez jamais vous développer qu'à partir de votre culture. L'exemple de la Chine est là, un certain nombre de choses. Et vous savez, nous avons beaucoup de choses, hein, c'est parce qu'on utilise beaucoup plus le côté négatif. Et en tout, et même dans les religions importées et autres là, il y a aussi le côté négatif.
Tout à fait. Mais eux, ils développent plus le côté. Quelqu'un a fait une caricature pour dire, nous on tue par exemple avec des missiles invisibles, mais eux, quand ils prennent le fusil, ils tirent sur toi. C'est aussi des missiles. Mais il te tue directement. Mais on sait qu'il est en train de te tuer. Mais chez nous, on ne va pas voir le fusil, c'est invisible, mais il va te tuer. Donc, entre les deux, la finalité, c'est le même résultat. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dire que c'est de chercher à tirer le son vraiment, à tirer tout ce qui est déposé. Et vous savez, c'est un peu bizarre. Hein? Dans nos couvents avant, quand moi j'étais petit, voilà des gens qui n'ont même pas de cahier pour prendre notes, mais on les interne pendant 3 mois. Ils perdent, ils n'arrivent plus à parler leur langue courante, mais ils apprennent une autre langue. Si c'est des Sakwata, c'est, je crois, c'est Yoruba, presque. Et si c'est les Rebioso, c'est les Huida. Totalement. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ça veut dire quoi? Moi j'ai dit, mais c'est quelque chose qu'on pouvait tirer. Quand j'ai cherché à comprendre, on m'a dit, non, il y a des vertus, il y a des plantes qu'on utilise pour la mémorisation. J'ai dit, mais vous auriez pu nous donner ça pour qu'on apprenne rapidement. Nous puissions mieux utiliser. Oui, j'ai appris l'anglais pendant plus de 7 ans, mais je ne peux même pas parler correctement, ce n'est pas possible. Alors qu'en 3 mois, là, vous pouvez parler correctement. Sans papier. Alors que l'autre, là, j'avais papier, je notais correctement. Mais les autres, là, je dis, ils n'ont jamais été à l'école, c'est sans papier, mais en 3 mois, ils vous roulent correctement une langue. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a, des on a choses. beaucoup de côtés positifs. On a beaucoup de côtés positifs. C'est vrai, les gens développent plus les côtés négatifs, c'est ça qui fait qu'on nous diabolise. Merci à vous, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Gustave Sono. Merci d'être passé sur le plateau. Vous avez été ministre au temps de Boni Yayi. Vous êtes observateur de l'actualité nationale. Avec vous, nous avons essayé de décrypter un peu l'actualité. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Merci, monsieur le ministre. Merci, c'est moi. Je rappelle qu'on vous a reçu dans un contexte de retrait du droit de grève à certains corps de l'État, dont les magistrats et les agents de la santé. Nous avons également parlé de la non-désignation jusque-là des représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI, en dépit du dépassement du délai impératif fixé par la Cour constitutionnelle. On retiendra de l'entretien que le ministre Gustave Sono a indiqué que c'est dans un dialogue franc et social que nous sortirons gagnants de cette situation qui évoluera vers une crise d'une importante partie, vers une paralysie, d'une importante partie de l'administration publique. Donc c'est dans un dialogue social et franc. Merci à vous pour l'attention. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'invité. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.